Une catastrophe, ce n'est pas forcément un événement comme on le voit trop souvent dans les blockbusters américains. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Réagir efficacement lors d'un accident de la vie courante ou faire face à une catastrophe, peu importe son origine, cela s'apprend et devrait s'apprendre. Et aujourd'hui, on va voir comment et par quels moyens. Générique. Les gestes de premier secours sont des gestes d'urgence à effectuer dans des situations précises, comme des accidents de la route, accidents domestiques, brûlures, saignements et encore beaucoup d'autres. Ils permettent d'appréhender ces situations d'urgence et d'effectuer les bons gestes, ces gestes qui permettent d'attendre l'arrivée des secours et qui peuvent sauver plusieurs vies chaque année. Mais sans parler des accidents domestiques, ces mêmes gestes peuvent également sauver des vies lors de catastrophes beaucoup plus graves. A priori, il est plutôt rare d'être confronté à une situation d'urgence, mais lorsqu'elle se produit, beaucoup de monde ne connaît pas les gestes de premier secours et perdent de précieuses minutes si la panique s'installe. Alors, soyons clairs dès le début, le fait de savoir sauver des vies ne fera pas de vous un super-héros. Vous pouvez dès à présent remettre votre slip sous votre pantalon. Non, le fait de savoir sauver des vies vous permettra surtout de rester calme devant une situation pas banale, de participer à sauver une ou des vies et surtout d'être le premier maillon de la chaîne des secours, le temps que ces derniers arrivent. Côté chiffres, eh bien ma foi, ce n'est pas terrible. Quelle que soit la situation d'urgence, 32% des vies seraient sauvées si l'on pratiquait immédiatement les gestes qui sauvent, contre 5% seulement sans aucune intervention immédiate. Selon une étude de l'IFOP réalisée fin 2016, 53% des Français déclaraient avoir suivi une formation aux gestes de premier secours. Si cette proportion marque une hausse de 7 points par rapport à 2010, on reste malgré tout toujours en dessous de nos voisins italiens, allemands ou hollandais, ou encore davantage des pays scandinaves qui ont plus de 90% de la population correctement formée. Les Français restent par ailleurs très frileux lorsqu'il s'agit d'appliquer les gestes qui sauvent qu'on leur a enseignés. Craignant mal faire ou empirer la situation, la plupart préfèrent souvent attendre les secouristes au lieu d'agir immédiatement. Et le résultat ne se fait pas attendre. Plus de 2 personnes par heure décèdent faute de soins d'urgence immédiats, soit près de 20 000 chaque année, sans compter les 40 000 malaises cardiaques. La France, une fois n'est pas coutume, est clairement en retard dans ce domaine. Adriana Carambeu et sa plastique de rêve au service de la Croix-Rouge n'attirent pas assez. Les Français ne sont pas prêts aux gestes qui sauvent, pas formés, mais surtout... Les Français ont peur d'effectuer ces gestes. La peur de faire pire que mieux, des gestes qui sauvent, dans la plupart des cas, et pas seulement des inconnus. 8 fois sur 10, les premiers secours permettent de garder en vie un proche ou un collègue. Le but de ces chiffres n'est pas de dramatiser ou encore de faire peur. Le but serait plus de prendre conscience de la notion de risque. Encore une fois, en France, la population s'en remet beaucoup trop à l'État et à ses divers services de santé. Mais avant que les pompiers ou le SAMU arrivent, dans ce court mais essentiel laps de temps, vous pourriez sans doute agir au lieu de rester à côté à observer en quête d'un drame qui ferait de vous la star du bureau. Imaginez, au lieu de raconter à vos collègues comment vous avez vu une personne mourir, vous pourriez leur expliquer comment vous, oui, vous avez agi et avez contribué à lui sauver la vie. Alors, non, ne remettez toujours pas votre slip sur votre pantalon et rangez-moi cette cape. Si tout ce qui vous importe est finalement la reconnaissance, passez votre chemin. Pour en revenir à la culture du risque, je citerai quelques exemples dans le monde. Depuis près de 50 ans, le gouvernement du Japon a mis en place un programme d'exercice de prévention. Entraînés dès l'enfance, les Japonais savent qu'ils doivent couper le gaz et se précipiter sous une table dès les premières secousses. Comme je l'ai dit auparavant, beaucoup de nos voisins européens sont formés aux premiers secours. Pour certains d'entre eux, la quasi-totalité de la population connaît les bases. Alors au final, l'humanité est
matériel en danger. Plus aucun espoir n'est permis? Non, rassurez-vous. Depuis les attentats de Paris du 13 novembre 2015, le gouvernement français a ressorti des cartons une mesure initiée par Najat Vallaud-Belkacem. Cette mesure prévoyait de former tous les élèves de 3e aux gestes de premier secours d'ici à 2022 et d'atteindre un objectif plus global, former 80% de la population aux gestes de premier secours. Rattraper le retard en termes de formation aux gestes de premier secours était déjà l'une des grandes causes nationales en 2016, mais rien n'avait été mis en place depuis. Pire encore, faute de moyens, seulement 30% des collégiens seraient réellement initiés. Les organismes de formation ne manquent pourtant pas. Croix-Rouge française, Protection civile, Croix-Blanche, sapeurs-pompiers, Société nationale de sauvetage en mer, la liste est encore une fois non exhaustive. N'hésitez pas à parcourir la description de cette chronique où beaucoup d'entre elles sont recensées. Se former est donc primordial, mais se former à quoi? Depuis les attentats de 2015, la formation prévention et secours civique de niveau 1 est une étape incontournable. Ouverte à tous dès l'âge de 10 ans, cette dernière se déroule en une journée ou en une dizaine d'heures et comprend des informations sur le plan théorique et pratique ainsi que des mises en situation. Elle concerne également les personnes ayant déjà suivi une formation il y a quelques années mais qui pensent avoir oublié les bons réflexes. Incluse dans la formation PSC1, l'initiation à la réduction des risques d'une durée d'1 heure environ a pour objectif de faire prendre conscience aux particuliers de sa vulnérabilité face à une catastrophe individuelle ou collective et de faire réfléchir à la mise en place d'un plan familial d'autoprotection. Dans le cadre d'un projet européen de la Commission européenne d'autoprotection du citoyen, la Croix-Rouge française a recommandé à chacun de se constituer un kit de survie, le Katakit, dont le but est simple, survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Mais l'organisme ne le propose pas, ni ne conseille précisément quel produit acheter, question de neutralité sans doute. En attendant, le citoyen peut se sentir quelque peu perdu devant cette liste de courses peu ordinaire. Autre précision, ce Katakit n'est pas un EDC, entendez par là un kit de survie du quotidien, ni même un BOB, c'est-à-dire un sac de survie permettant de tenir 72 heures en cas de crise. Ces deux derniers sacs d'ailleurs feront l'objet d'une vidéo à part entière sur cette chaîne. Le Katakit, c'est grossièrement une trousse de premier secours super améliorée. Ce sac est relativement simple à constituer et il est fortement recommandé de l'avoir à portée de main chez vous et pourquoi pas dans votre véhicule si vous l'utilisez souvent. Dès l'acquisition de votre Katakit, lisez attentivement les notices de ses composants afin de pouvoir vous en servir correctement et efficacement le cas échéant. Pour le contenu, munissez-vous d'un papier et d'un crayon. C'est bon, vous avez tout, alors c'est parti. Votre Katakit devra contenir de la nourriture conditionnée sous la forme de rations de survie militaire, des sachets hermétiques pour conserver des documents. Ces derniers ne sont pas conseillés par la Croix-Rouge mais par le gouvernement français. Disponibles sur leur site, ils sont en format PDF à imprimer puis à compléter. Des cachets de purification de l'eau, une radio et une lampe de préférence à manivelle, des bougies de survie, un sifflet d'urgence, des allumettes étanches, un couteau suisse, des bâtons lumineux, un cutter, plusieurs briquets, des gants de manutention, des sacs poubelles, des couvertures de survie, un conteneur de 5 ou 8 litres, une gourde d'1 litre, un bloc-notes et stylo, des mouchoirs en papier, des kits d'hygiène avec du liquide hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. Enfin, je vous conseille fortement d'emmener un rouleau de papier toilette et un autre d'essuie-tout, ainsi que de compléter le tout avec le nécessaire d'une trousse de premier secours classique. Tous ces éléments vous aideront à vous signaler auprès des secours, vous éclairer, vous informer, vous nourrir, vous hydrater et vous soigner. Pour ranger tout ce barda, il existe de nombreux sacs à dos. Optez tout de même pour un modèle assez solide d'une capacité d'environ 40 vrais litres. Ah, et pour ceux qui ont fait leur petite liste à l'instant pendant que je parlais, sachez que toutes ces informations sont disponibles dans la description de cette chronique. Comment ça, j'aurais pu le dire avant? Quoi qu'il en soit, tout le matériel du monde ne vous suffira pas si au final vous ne savez pas vous en servir, si vous ne connaissez aucun geste de premier secours, ou encore si votre Katakit est incomplet ou à un endroit où il ne devrait pas être. Des solutions simples et peu onéreuses comme se former, avoir un Katakit ou encore simplement en parler à votre entourage pourraient sauver de nombreuses vies dans beaucoup de situations. Cette chronique touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et me dire si vous-même vous êtes formé et équipé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez vécu des situations où une formation vous aurait bien aidé. C'est toujours intéressant à savoir. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. Comme d'habitude, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ciao!